Bonsoir et merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Cher public de Dites-moi tout, docteur, vous comprendrez avec notre invité de cet après-midi que la santé, la question de santé est transversale. En prélude donc du 3e congrès organisé par les dermatologues de Guinée et ceux de l'étranger, le 26 et le 27 ont été retenus comme date pour démontrer combien de fois la santé touche tous les aspects de notre vie quotidienne. Professeur Tunkara Tierno Mamadou, professeur agrégé, dermatologue, vénérologue en service au CHU. Donc, est notre invité. Il va nous enseigner sur le lien entre la santé et l'environnement et également les autres thèmes qu'on va aborder dans cette émission. Et bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce 2e numéro du mois d'avril. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur Tunkara. Merci d'avoir accepté notre invitation de répondre à notre préoccupation de tout à l'heure et celle des téléspectateurs. Appelez-nous au 620 58 90 73. En attendant, nous avons quelques questions pour notre invité et nous revenons à vous juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème, notamment la dermatologie, la vénérologie. Non, c'est pas ça. En prélude du 3e congrès organisé par les dermatologues. Professeur, vous êtes donc notre invité de cet après-midi. Alors, dites-nous, quel est l'objectif visé de ce 3e congrès? Eh bien, merci. Donc, je vais commencer par vous saluer pour l'invitation, mais aussi saluer tous vos téléspectateurs qui nous feront l'amitié et l'honneur de nous suivre pendant cette heure que nous allons passer ensemble pour effectivement parler du 3e congrès de la Société guinéenne de dermatologie. Comme vous l'avez très bien dit, ce congrès va se dérouler du 26 au 27 avril. Alors, pour ce 3e congrès, il va se dérouler en 2 temps. Et la première journée du 26 avril 2019 va être consacrée aux communications scientifiques, lors desquelles nous allons aborder les différents aspects qui portent sur les thèmes principaux de notre congrès, en l'occurrence la peau et l'environnement, et puis effectivement les dermatoses infectieuses. Ça, c'est le premier volet. Le second volet portera sur des consultations foraines. Pour une fois, si vous voulez, l'hôpital se déplace vers les malades. Donc, c'est des consultations gratuites en dermatologie et toutes les pathologies connexes qui vont être réalisées gratuitement à l'hôpital régional de Kindia, et cela au bénéfice de nos concitoyens qui y vivent. D'accord. Alors, les thèmes se suivent, professeur, excusez-moi, mais ne se ressemblent pas. Celui qui a retenu ou qui retient notre attention, c'est environnement, c'est peau et environnement, mais évidemment, il y a d'autres thème aussi que les conférenciers vont développer, mais celui-ci nous a vraiment frappé. Quel est le lien entre la santé et l'environnement? Et est-ce que les environnementalistes et les dermatologues ont toujours travaillé ensemble? Ok, très bien, c'est la peau et l'environnement. C'est vrai que c'est une thématique, la répercussion, si vous voulez, de tous les facteurs climatiques sur les autres aspects de la vie sont bien connus, mais force est de dire que l'impact de l'environnement sur les maladies de la peau ne sont pas suffisamment connus. Et donc, à l'occasion de ce congrès, nous passerons en revue ces différents liens, parce que il faut le savoir, il y a des maladies de la peau qui sont directement liées, si vous voulez, à l'environnement directement, et puis il y a d'autres qui ont un lien indirect mais qui est établi. Est-ce que les dermatologues travaillent avec les environnementalistes? En principe, oui, ils doivent travailler ensemble, mais pas que les dermatologues, parce qu'en réalité, la santé, c'est un tout. Et l'OMS l'a très bien compris, c'est pourquoi le concept actuel, c'est le concept de One Health. C'est une seule santé, une seule planète. Parfois, on a tendance à croire que dans notre environnement
immédiat, nous y vivons de façon isolée, mais tout ce que vous entreprendrez là où vous vivez, sachez que ça a une répercussion directe sur votre santé et effectivement, notre congrès sera l'occasion pour le monde scientifique de la Guinée et nos confrères de la sous-région et de l'Europe de partager autour des actualités concernant cette thématique. Plus loin, on vous dira que sous d'autres contrées, quand vous prenez des pathologies aussi préoccupantes que les cancers de la peau, le premier facteur, c'est le soleil. Et une dégradation de l'environnement, le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit contribuent à faire la promotion de ces pathologies qui jusque-là étaient circonscrites dans des endroits géographiques bien définis. Est-ce qu'il y a un lien entre la peau et l'environnement? Évidemment, la réponse est oui. C'est oui. Et puis, peut-être même pas de façon ciblée par la dermatologie. Quel que soit ce que nous faisons, notre environnement, lorsqu'il est sain, il nous procure une bonne santé. C'est vrai dans tous les aspects, mais c'est aussi vrai pour ce qui est de la dermatologie et nous comptons bien le démontrer lors de notre congrès. Alors, les thèmes retenus, c'est peau et environnement, dermatose infectieuse, mais sur ces différents thèmes cités là, il y a des sous-thèmes, je peux appeler sous-thèmes, mais en tout cas, il y a des sous-thèmes que les conférenciers venus de l'étranger, de la France, et d'Abidjan, du Burkina, vont exposer, notamment professeur Mam Thierno Dieng, Université Gamal Abdel, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et quand les dermatoses racontent l'histoire du VIH, on a donné ce thème au professeur Elige Joseph Ekra, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le visage de la dermatologie en Guinée, on en parle tout à l'heure, ça c'est confié au professeur agrégé Kerno Mamadou Tunkara, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Professeur, sur quelle base cette répartition a été faite? En fait, ces différents thèmes auraient pu être interchangés entre les différents orateurs. Oui. Des compétences existent. Quand vous prenez la peau et l'environnement, le comité d'organisation des journées a bien voulu confier cette thématique-là à un des éminents dermatologues de l'Afrique, le professeur Mam Thierno Dieng, qui se trouve être le ministre de l'Environnement du Sénégal, c'est un dermatologue, actuel ministre de l'Environnement du Sénégal. Donc, cette thématique, c'est une thématique qu'il développe très bien. Il la développe très bien et nous avons pensé qu'à l'occasion de notre congrès, il a bien voulu accepter de venir partager son expertise en la matière avec nous et aussi rappeler que c'est aussi l'un des maîtres de la dermatologie africaine. Donc, il nous a fait honneur de venir. Le comité d'organisation a bien voulu lui confier ce thème. Encore une fois, que ce soit le professeur Mam Thierno Dieng de l'Université Cheikh Anta Diop ou le professeur Élisée Joseph Ekra de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ces différentes thématiques auraient pu être présentées par l'un ou l'autre ou par des universitaires de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Donc, le choix est déterminé non seulement par des profils qui sont différents, mais en réalité, ils sont interchangeables. Vous parliez de professeur Élisée Joseph Ekra, qui est de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui a également accepté avec beaucoup de plaisir de venir partager cette thématique avec nous quand les dermatoses racontent l'histoire du VIH. Alors, tous ceux qui travaillent dans ce domaine savent que l'infection par le VIH, l'une des portes d'entrée dans la découverte de cette affection, c'est bien les pathologies de la peau. Alors, depuis la découverte de l'infection jusqu'à ce jour, c'est vrai qu'il y a eu assez de progrès, mais à chaque fois qu'il y a un progrès, ce progrès, parallèlement, il s'accompagne d'une certaine expression sur le plan dermatologique. Alors, le professeur Élisée Joseph Ekra nous fera voyager à travers l'histoire de cette pathologie en faisant un lien pour dire au commencement, voici les dermatoses qui étaient les plus fréquentes. Plus nous en savons plus, voici les nouvelles présentations qui doivent attirer l'attention du prestataire pour dire attention, quand vous êtes face à cette situation, ça doit vous alerter ou bien ça doit vous donner une décision par rapport au suivi de vos différents patients. C'est extrêmement utile parce qu'effectivement, la peau raconte cette histoire-là depuis la découverte de l'infection et cette découverte a lieu d'abord à travers
des affections dermatologiques, en l'occurrence la maladie de Kaposi. Très bien. Venu de la France, comme je le disais tout à l'heure, du Sénégal, Burkina, Mali, et ces 2 jours, 26 et 27, sont retenus pour sensibiliser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, autour de la problématique cutanée. Alors, nous allons un peu revenir en arrière pour nous parler des activités prévues du 27. Et vous avez parlé aussi de la consultation foraine à Kindia. Alors, Kindia, pourquoi le choix sur la ville des agrumes? Alors, je m'en vais vous dire qu'il faut bien commencer quelque part. Alors, Kindia pour une première fois, parce qu'il faut bien qu'il y ait une première fois. Il est prévu que dans les prochaines éditions, que tous les chefs-lieux des régions puissent bénéficier de ces différentes consultations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de dermatologues en Guinée. Nous sommes peu nombreux. D'accord. Alors, c'est dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a besoin d'une consultation en dermatologie, quand c'est une consultation spécialisée, il faut qu'il se déplace pour venir à Conakry. Des mesures sont en train d'être prises et nous espérons que le jour où on va réussir à ouvrir notre diplôme d'études spécialisées en dermatologie, cela va augmenter la population des dermatologues, mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Donc, Kindia va être la première étape d'une série qui se veut être inclusive. Nous comptons passer dans toutes les préfectures pour faire des consultations et de distribution de produits gratuits. Et cela va être suivi, bien entendu. S'il y a des cas qui ne peuvent pas être pris en charge sur place, il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour faciliter la référence de ces différents patients au niveau du CHU de Conakry où nous exerçons. Donc Kindia, oui, mais Kindia, c'est la première étape. Et forcé à espérer que d'autres préfectures vont suivre. Inch'Allah. Professeur Tunkara, nous allons suivre un élément de reportage de la rédaction politique du journal et Kerno Mounir Dogme et Alpha Isiaga du journal. L'élément n'est pas sur place. Nous allons continuer notre promenade en prélude du 3e congrès organisé par les dermatologues de Guinée et de l'étranger. Professeur Tunkara, l'élément, donc on peut balancer l'élément en attendant. La dépigmentation est un phénomène inquiétant qui de plus en plus prend de l'ampleur en Guinée. Pour faire face à cette manipulation de la peau, Conakry va bientôt abriter une rencontre sous-régionale. Des panels, des conférences débats, des campagnes de sensibilisation à travers le pays seront organisées par des dermatologues africains. En fait, l'objectif de ce congrès, c'est d'amener un partage d'informations avec non seulement les collègues de la Guinée, mais également de la sous-région, pour parler des maladies de la peau, mais surtout pour parler cette fois-ci de l'impact de l'environnement sur la peau, les maladies de la peau. La rencontre de Conakry va permettre à ces experts de diagnostiquer plusieurs maladies liées à la peau, une problématique qui a des conséquences sur la santé des populations. Les dermatologues du pays mesurent l'enjeu de la rencontre de Conakry. Ce congrès, comme vous venez de le dire, va être une occasion non seulement d'être en communion avec la population, de partager les expériences avec les collègues de la Guinée et d'ailleurs, mais également de faire savoir à la population que la peau est notre vie. Et parce que quand vous le prenez, il est en quelque sorte le miroir de l'organisme. Les rencontres du 26 et 27 avril à Conakry seront une aubaine pour la population de comprendre davantage les conséquences de la dépigmentation, son traitement et la prévention des maladies liées à la peau, mais aussi les manifestations de la pathologie. Pour cette première édition, la préfecture de Kindia est la ville choisie pour la 2e journée. Les traitements seront gratuits.
Retour sur le plateau, docteur, nous avons suivi tout à l'heure l'élément de notre confrère, de professeur Souma, votre confrère, a mis l'accent sur le visage de la dermatologie en Guinée. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, lors de ce congrès, en plus des interventions qui vont être faites par nos invités venant des sociétés savantes sœurs de l'Afrique et d'ailleurs, eh bien, la Société guinéenne de dermatologie prévoit aussi de faire un point sur le visage de la dermatologie en Guinée. Parce que, bien entendu, les autres le savent, mais une fois ici, nous comptons à l'occasion de cette journée non seulement faire le point de l'activité de notre spécialité, mais aussi dire en dermatologie, dans notre spécialité, quelles sont les pathologies les plus fréquemment rencontrées dans notre contexte, quel est le plateau technique dont nous disposons pour faire la prise en charge et comment est-ce que nous les prenons en charge. Donc c'est véritablement un partage d'expérience où eh bien, nous allons nous enrichir de l'apport des autres, mais aussi nous espérons qu'ils s'enrichiront de ce que nous partagerons en termes d'activités portant sur le visage de la dermatologie en Guinée. Les 12 jours suffisent-ils, professeur? Malheureusement, on peut dire non. Au vu aujourd'hui de ce que la commission scientifique nous remonte comme information, il se trouve qu'il y a eu assez de résumés qui ont été soumis. Mais évidemment, un congrès de cette nature, c'est un budget. C'est un budget, ce qui fait que nous concentrons les activités dans ces 2 jours et comme je vous l'avais dit à l'entame de mes propos, c'est une première. C'est une première, donc la première journée, le comité scientifique de ce congrès a sélectionné les communications scientifiques qui nous semblent être les plus pertinentes en rapport avec les thèmes du congrès. Donc c'est ce qui fait que au minimum, nous nous attendons à une 50aine de communications scientifiques. Nous en avons reçu déjà de partout, notamment de Bamako, de Dakar, de la Côte d'Ivoire, de Lomé et du Bénin. Eh bien, tous ces confrères-là ont soumis des communications et nous espérons les recevoir avec beaucoup de bonheur. Et lors de cette journée, bien entendu, le 26, ça va être les conférences et les communications orales, suivies des communications affichées. Et nous avons voulu que la journée du 27 soit délocalisée pour que, si vous voulez, toutes les connaissances théoriques qui sont acquises là, mais qu'on parte à l'intérieur pour cette fois-ci faire avec les mêmes invités. Oui, les mêmes invités ont promis de nous accompagner à Kindia. Professeur, en parlant de Kindia tout à l'heure, qui va être bénéficiaire de cette journée gratuite de consultation, est-ce que vous avez catégorisé les types de maladies que l'on va dépister gratuitement à ce jour? Alors, a priori, il est difficile de le dire, mais de façon générale, nous savons qu'en milieu tropical comme chez nous, les pathologies les plus fréquemment rencontrées sont connues. C'est des pathologies infectieuses. Donc, il est attendu qu'à Kindia aussi, que le même tableau se présente, c'est-à-dire que ceux qui viendront en consultation, il est attendu qu'il y ait des dermatoses d'origine infectieuse, des dermatoses d'origine inflammatoire et autres. Mais a priori, on ne peut pas vous dire voici la liste des pathologies les plus fréquemment rencontrées. Mais si on part de l'expérience qui est déjà acquise, on peut dire qu'en termes de prévalence, en milieu africain, c'est d'abord les pathologies infectieuses. Donc, c'est probablement celles-là qui vont être prédominantes une fois à Kindia, sans trop m'y avancer. Parce qu'une fois là-bas, au terme de la journée de consultation, on pourra dire qu'à la date du 27 avril, lors de la consultation à Kindia, voici ce qu'on a rencontré le plus fréquemment. Mais le plus important, c'est que ce soit les dermatologues de la Guinée, que ce soit nos confrères de la sous-région et d'ailleurs qui viendront, c'est ensemble que nous irons à Kindia pour offrir ces prestations-là et je précise encore une fois qu'elles seront totalement gratuites. Oui, dermatose infectieuse, professeur, vous l'avez énuméré, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on ne saurait parler de problèmes cutanés sans parler un peu de la dépigmentation. Aujourd'hui, on sait que les hommes et les femmes, certains hommes, pas tous,
et certaines femmes sont adeptes de cette pratique. Et professeur, aujourd'hui, avec le thème que vous allez aborder, peau et environnement, ils ne sont pas les plus exposés par rapport aux autres? C'est évident que la dépigmentation, c'est un fléau. C'est un fléau et aujourd'hui, si vous prenez 10 patients, sur les 10 patients, probablement les 7 se pratiquent la dépigmentation. Et la pratique de cette dépigmentation, évidemment, expose à plus de risques de faire des dermatoses infectieuses. Donc, c'est cette catégorie de patients, et c'est pourquoi déjà, quand vous regardez les sous-thèmes, quand on parle de dermatose infectieuse, que je vous donne l'exemple d'un service comme celui de la dermatologie de Donka, le premier motif d'hospitalisation, c'est des pathologies infectieuses. Et parmi tous ceux qui sont hospitalisés pour cette infection particulièrement bactérienne, les plus fréquents utilisent ou pratiquent la dépigmentation cosmétique volontaire. Et ça, ce n'est qu'un exemple de conséquences parmi tant d'autres. Il y a quelque chose d'autre, de nouveau, et qui vient d'être rapporté par des confrères de la sous-région aussi, c'est que de plus en plus, nous rencontrons des cas de cancer de la peau qui ont été favorisés par la pratique de la dépigmentation cosmétique volontaire. Cette pratique, elle est d'actualité, et depuis que l'on en parle, on continuera à en parler. Il est fondamental aujourd'hui que des mesures encore plus vigoureuses soient entreprises afin que cette pratique-là cesse. Vous l'avez bien dit, c'était les femmes au départ, mais force est de constater qu'il y a aussi des hommes qui s'y prêtent. Et les plus jeunes aussi. Il y a des hommes qui s'y prêtent, il y a des enfants. C'est extrêmement préoccupant. Parce qu'au-delà des conséquences sur la peau, il faut savoir qu'il y a des conséquences sur le plan général. Quelqu'un peut pratiquer la dépigmentation et se retrouver diabétique. Quelqu'un pratique la dépigmentation et se retrouve hypertendu. Quelqu'un pratique la dépigmentation et il développe un cancer cutané. Chose qui, jusqu'à un passé récent, n'était pas très fréquemment rencontrée sur peau noire. Peau noire, il faut en être fier, professeur. Ça, il faut le redire. Hein. Voilà, donc je me dis, est-ce que l'on peut dire sans risque de se tromper que le premier thème, là, peau et environnement, est plutôt dédié aux adeptes de ceux qui pratiquent la dépigmentation, comme vous l'avez dit, volontaire? Non, pas que, mais il faut se dire ils sont plus exposés. Tout le monde est exposé. Encore une fois, notre environnement détermine notre état de santé. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des premiers motifs de consultation pour des affections dermatologiques est en Afrique, en milieu tropical. Si vous prenez 10 patients, les 3 viennent parce qu'ils ont un problème de peau. Les 3 viennent parce qu'ils ont un problème de peau. Et parmi toutes les causes, ce sont des causes infectieuses, et ces causes infectieuses sont favorisées surtout par une altération de la barrière qui est la peau. Donc, du coup, ceux qui utilisent les produits dépigmentants, ils sont plus exposés à faire des infections de la peau. Et du coup, au niveau de l'environnement, prenez des produits que les adeptes de la dépigmentation utilisent, comme les dérivés mercuriels. Mais le mercure, c'est nocif. C'est nocif pour la santé, c'est nocif pour l'environnement. Quelqu'un qui l'utilise, supposons il le déverse quelque part. Dans les conditions normales, tout retourne, des canaux de canalisation et autres, ça retourne vers la mer. Ce mercure-là, il peut se retrouver dans notre assiette. Il peut se retrouver dans notre assiette parce que le poisson que nous allons utiliser, ce poisson-là. Donc, du coup, c'est important que tout le monde intègre le fait que personne ne vit de façon isolée. D'accord. Tout est lié. Vous avez un environnement sain. Quand vous faites quelque chose tout de suite, de façon simple, en dehors même de l'aspect médical. Lorsque je jette une peau de banane dans la rue, c'est quelqu'un d'autre qui vient glisser dessus. Donc, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Cette peau-là, c'est connu. Je vous ai dit que dans des pays européens, par exemple, le premier cancer, celui-là qui est le plus fréquent, c'est le mélanome. C'est un cancer de la peau. Mais ce cancer de la peau, le promoteur, c'est surtout le soleil. Dégradons l'environnement. Et tout le monde s'étonne aujourd'hui que Conakry, par exemple, il fait de plus en plus chaud. Très chaud. Et lorsque l'environnement est dégradé, des maladies même qui
à l'origine n'étaient pas fréquentes vont devenir de plus en plus fréquentes. Et c'est prouvé. Des données statistiques existent, et cela dans tous les domaines de la médecine. C'est pourquoi, encore une fois, j'insiste sur le fait que l'OMS a très bien dit, le concept actuel, c'est le concept de One Health. C'est une seule santé, une seule planète. D'accord. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure la barrière qui nous protège. Alors, quelle lecture donc allez-vous faire de ceux qui n'en ont pas, comme les albinos? Dans quelle catégorie peut-on les classer? Les albinos, ils ont de façon constitutionnelle un déficit en mélanine. Alors c'est cette mélanine-là qui nous protège contre les effets délétères du rayonnement ultraviolet du soleil. C'est pourquoi quand vous remarquez, vous et moi, quelqu'un qui a une pigmentation comme la mienne, il est beaucoup plus protégé sur les effets du soleil que quelqu'un qui n'en a pas. Ces albinos, malheureusement, dans pas mal de pays africains, on n'arrive pas à comprendre pourquoi encore. C'est comme s'ils sont condamnés à être au bord de la rue, ce qui n'est pas vrai. Ils sont exposés. Et puisqu'ils sont exposés avec une peau qui est beaucoup plus fragile que celle de la population générale, au fil du temps, au fur et à mesure qu'ils accumulent cette exposition au soleil, vous aurez remarqué qu'il y a des taches que nous appelons des taches hyperpigmentées. Ce sont ces taches qui, à la longue, vont dégénérer pour devenir des cancers cutanés. Parce qu'ils sont exposés au soleil, plus ils développent ça. Oui, plus ils sont exposés au soleil, plus ils développent cela. C'est pourquoi, et je profite pour le dire, l'une des premières mesures vraiment, c'est de se protéger contre le soleil. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'un des moyens de prévention, parce qu'encore une fois, dans ce domaine comme dans tous les autres domaines, mieux vaut prévenir que guérir. Professeur, dans ce cas, les albinos qui sont dans nos rues, quel message pouvez-vous lancer à ces gens qui pensent que leur vie est limitée à la mendicité? Non, en fait, je dirais plutôt protection. Protection et puis dépistage. C'est important que les gens aient accès à une consultation médicale pour détecter à temps ces lésions. Parce que je ne parle pas de cancer, je parle de lésions précancéreuses. D'accord. Avant que le cancer ne se développe, on peut bien faire des actions en amont. Et parmi ces actions, c'est d'abord de faire la prévention. Alors, vous me permettrez, je le dis de passage, presque dans tous les pays de la sous-région aujourd'hui, ils ont accès à un moyen thérapeutique qu'on appelle l'azote liquide. Plus d'une fois, au service de dermatologie, nous avons fait des actions, bien entendu, avec d'autres bonnes volontés qui payent cet azote liquide-là, qu'on administre justement à cette catégorie de personnes pour soigner ces lésions précancéreuses. Mais je disais que dans tous les pays de la sous-région, cela est rendu disponible par les structures hospitalières. Ce n'est pas une tierce personne qui achète afin qu'on rende disponible. En d'autres termes, aujourd'hui, il y a des catégories de personnes, s'ils tombent malades, ils ont ces genres de lésions, par exemple, pourtant qu'on aurait pu prévenir, il n'y a pas à y accès parce que ça coûte excessivement cher et ce n'est pas à la portée de cette couche-là. Normalement, nos structures hospitalières doivent être à même de dire, voici le besoin. Il y a des agents formés pour une bonne administration, mais lorsque ça n'existe pas, ça pose problème. Et malheureusement, c'est le cas en ce moment. C'est le cas en ce moment, et donc il y a des éléments où il y a des produits qui manquent dans le service dermatologie du CHU. Donc, oui, bien entendu. Vous prenez l'azote liquide pour nous donner que cet exemple. C'est le seul problème. C'est pas le seul, mais on ne résout pas le problème de la dermatologie de façon isolée. Le problème de nos hôpitaux de façon générale et du CHU en particulier, il va au-delà d'une bonbonne d'azote liquide. D'accord. Il va au-delà d'une bonbonne d'azote liquide. Alors, professeur, on profite pour énumérer quelques problèmes que le service, aujourd'hui on parle de service dermatologique, ou quelques problèmes que ce service rencontre dans l'exercice de la bonne pratique. Encore une fois, pour ce qui est de la santé, on ne peut pas détacher un service, quel que soit le service, du contexte global. Si vous me demandez un problème, ce problème que je peux vous énumérer tout de suite, par exemple, c'est l'inapplication du texte qui régit le CHU de Conakry. Est-ce que vous savez que le CHU, Donka, ce n'est pas le CHU, Ignace Dine, ce n'est pas le CHU,
Il n'y a qu'un seul CHU, c'est le CHU de Conakry, vous le saviez. Et ce CHU-là, c'est la faculté de médecine, c'est l'hôpital Donka, c'est l'hôpital Ignace Dine. Ce sont ces trois entités qui constituent le CHU de Conakry. En principe, si ça n'a pas marché dans toutes les structures périphériques, les choses sont censées être réglées à ce niveau-là, parce qu'au-delà du CHU, au niveau de notre pyramide sanitaire, il n'y a rien d'autre. Donc il y a tout intérêt, et ça je le dis parce qu'il y a un décret du président de la République qui date de 2001, donc c'est le feu général Lansana Conté qui avait pris ce décret-là qui constitue le cadre de le CHU, et puis toutes les attributions et la façon même dont un CHU doit fonctionner. Malheureusement, ce n'est pas le cas à l'instant où je vous parle. Ça ira, espérons que les choses rentrent dans l'ordre. Professeur, en parlant du congrès, en même temps on profite pour mettre l'accent sur certaines maladies dermatologiques. Alors, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui quelques statistiques de ces problèmes de dermatose infectieuse? Oui, la première cause d'hospitalisation, par exemple, au service de dermatologie, c'est des infections bactériennes que nous appelons dans le jargon les dermohypodermites bactériennes. En milieu sous-sous, ils appellent ça fouillis. C'est le premier motif d'hospitalisation et c'est une infection bactérienne. Après, ça vient, les infections, les dermatoses inflammatoires deviennent de plus en plus fréquentes, comme les allergies, par exemple. Les allergies, et puis il y a autres dermatoses immunologiques qui ne sont pas très fréquentes, comme par exemple quand vous prenez les maladies auto-immunes. D'accord. Mais le premier ou la première préoccupation demeure les pathologies. 33% des hospitalisations en dermatologie sont dues à une infection cutanée. Voilà. Bientôt la deuxième partie de l'émission, professeur, les téléspectateurs vont vous appeler pour vous poser des questions, leurs préoccupations. On a parlé des albinos, alors on peut parler. On transite entre le congrès et les maladies. Professeur, c'est avec plaisir. Le partenariat, c'est comment? Quels sont vos partenaires? Et est-ce que l'on peut avoir une idée du budget pour l'organisation de ce troisième congrès? Alors, les partenaires, c'est là qui ont bien voulu nous accompagner dans l'organisation de ce troisième congrès. C'est d'abord le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, mais aussi le ministre d'État et le ministère de la Santé à travers le docteur Edouard Nyanko-Ilama, qui est aussi un enseignant de la faculté de médecine. D'accord. Ce sont vos partenaires, pas partenaires privés étrangers qui vous accompagnent? Non, partenaires privés étrangers, non, pour l'instant, mais force est de reconnaître aussi qu'il y a les laboratoires, les firmes pharmaceutiques de la place qui nous accompagnent en souscrivant à notre plaquette publicitaire pour nous accompagner aussi bien pour l'organisation du congrès que pour les consultations gratuites à l'hôpital régional de Kindia. Je profite pour dire que les portes restent encore ouvertes. Très bien, jusqu'on a encore le temps, on a encore 12 jours ou 13. Et professeur, on profite toujours la prise en charge. Aujourd'hui, Donka est en rénovation. Alors, comment ça se passe? Comment ça se déroule, la prise en charge, l'hospitalisation et tout ça à Donka? Oui, depuis que les services ont été délocalisés, c'est actuellement au camp, à l'ancien camp Boiro que les hospitalisations se passent. Okay. Je pense que tous les prestataires sont en train de prier et de croiser les doigts pour qu'on regagne nos anciens locaux très rapidement parce que le cadre de travail, il ne s'y prête pratiquement pas. Donc, il y a un grand espoir qui est mis sur, si vous voulez, la réouverture prochaine. Je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour dire. Je ne saurais vous dire, mais en tant que prestataire, en tant que praticien hospitalo-universitaire, je m'en vais vous dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des travailleurs de Donka prient et ils prient de tous leurs vœux pour qu'ils regagnent un cadre non seulement humanisé, mais aussi un cadre propice avec l'exercice de Nous, observateurs, on voit qu'il n'y a pas grand-chose quand même à faire. La deuxième partie, le numéro va s'afficher. Et au bas de l'écran, le 620 58 90 73 pour nous joindre et poser des questions à notre invité du jour, en l'occurrence au professeur
ton caractère, non, Mamadou, professeur agrégé, dermatologue, vénérologue. C'est trop compliqué, professeur. En fait, c'est pourtant très simple. C'est Alors, pour dire simple. dermatologue, vénérologue. Vous savez que le dermatologue, c'est en même temps le vénérologue. Et qui dit vénérologie parle de... Les deux ne sont pas dissociés. Non, elles ne sont pas dissociées. D'accord. Qui dit vénérologue parle de ce spécialiste des infections sexuellement transmissibles. Vous savez, à l'ancienne, il y a une qu'on appelait Vénus. Vénus, c'était la déesse de l'amour. On entre dans l'histoire. Alors, toutes les infections qui sont contractées par ce biais-là portent le nom de maladie vénérienne. Voilà pourquoi le dermatologue, c'est aussi le vénérologue. Donc, c'est le spécialiste non seulement des maladies de la peau, mais des cheveux et des ongles, ne l'oublions pas, mais aussi des infections sexuellement transmissibles. Alors, vous serez nombreux à passer dans cette émission. En tout cas, nous, on a besoin de vous, dermatologues, vénérologues, pour nous parler certaines problématiques autour des problèmes de cheveux, problèmes, vous l'avez dit, on retient encore le pied d'athlète, vous avez encore parlé, la liste est très longue. La dépigmentation chez les hommes, chez les femmes, et puis, etc., etc. Le numéro est déjà affiché, le 625 48 90. Professeur, en parlant tout à l'heure, vous avez parlé d'un point que j'ai retenu, je vous demande tout à l'heure, est-ce que vous avez dit que vous, dermatologue, vous n'êtes pas nombreux à Guinée. Alors, la relève, comment ça se fait? C'est la formation, c'est bien la formation. Est-ce qu'il y a des jeunes dermatologues? Oui, actuellement, nous avons pas mal de jeunes qui sont en formation, qui font leurs études spécialisées et dans certaines universités africaines. D'accord, les jeunes sont en préparation pour assurer... Et il est prévu aussi, il est prévu aussi, lorsque le plateau technique va s'améliorer, que l'on initie des formations spécialisées en dermatologie en Guinée, parce que effectivement, dans notre spécialité aujourd'hui, on a le nombre de ressources humaines nécessaires pour ouvrir un DS en Guinée. Mais ça ne suffit pas, il faut d'autres conditions connexes qui doivent être ajoutées. Nous espérons les remplir pour que dans un futur proche, que les Guinéens ne sortent pas pour dire je pars ailleurs pour me former. On en parle tout à l'heure, il y a un appel déjà. Allô? 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 Allô, oui. Bonsoir, messieurs. Allô? Allô, oui. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Barry Alfoma, je vous appelle de Dabondi. Vous avez une question? Je voulais demander un peu au professeur Tunkara sur la conséquence de l'utilisation des corticoïdes chez les femmes. Les femmes qui veulent blanchir leur peau, quels sont les inconvénients? C'est vrai que je viens de vous prendre en marche. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Barry. Vous avez bien fait de dire que vous nous prenez en marche, mais dans notre jargon, la répétition, elle est pédagogique. Donc, je vais me faire le plaisir de répéter que ceux qui prêtent à la dépigmentation, généralement, ils utilisent essentiellement trois choses. La première, c'est justement les corticoïdes dont vous parlez. Vous savez, à l'origine, ces corticoïdes sont indiqués dans des indications bien précises dans le domaine de la santé. Mais lorsqu'ils sont détournés de leur indication initiale, et c'est malheureusement ce qui se passe quand on cherche à blanchir la peau, on s'expose à plusieurs conséquences. La première des conséquences, elle est locale, elle est infectieuse. Mais aussi, il y a des conséquences générales. J'ai dit, en termes de conséquences locales, c'est les infections. Il faut savoir que toutes les personnes qui utilisent les dépigmentants, les produits dépigmentants, ils sont plus exposés à faire des infections. Ça, c'est sur le plan infectieux. Sur le plan général, je le dis et on le répète tout le temps, ils peuvent faire une hypertension artérielle, ils peuvent faire un diabète. Et une autre conséquence qui vient de survenir et que nous avons observé dans notre pratique, c'est la survenue des cancers de la peau
suite à l'utilisation prolongée de ces produits. Donc c'est extrêmement utile d'insister là-dessus, sans oublier les conséquences financières, parce que c'est un budget qui est déboursé pour cela. Et puis il y a les conséquences esthétiques. La dépigmentation artificielle, lorsqu'ils utilisent ces corticoïdes, ils cherchent un effet, et très souvent on a l'effet inverse. Quelqu'un qui cherche à blanchir la peau, vous l'aurez remarqué, il y a des endroits où c'est impossible de les blanchir. Donc on s'expose, et au fil des gens, si on voulait devenir blanc, on n'est ni blanc ni noir, excusez l'expression. Donc il y a des conséquences esthétiques aussi, et ça c'est tout l'effet inverse de ce qu'on espérait. D'accord. Allô? Allô? Allô, oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est Dr Diakité Mamadi, Dis. hématologue au service d'hématologie à Ignacine. D'accord, nous vous écoutons, docteur. Peut-être que vous allez vous souvenir de moi, j'étais à Donka, je suis maintenant affecté à Ignacine. D'accord. Alors, Voilà, c'est juste vous appeler, d'abord remercier notre maître, le professeur Tunkara, voilà, qui a été l'un des encadreurs, l'un de mes encadreurs pour ma thèse. Et puis aussi encourager la société de dermatologie pour les organisations scientifiques qu'ils ont commencé et qu'ils sont en train d'entretenir jusqu'ici. C'est pas une question en tant que telle, mais vu qu'ils mettent un phare pressant sur le monde scientifique en Guinée, c'est de les encourager dans ce sens et les féliciter. merci. Et surtout à la tête, notre maître à tous, le professeur Mohamed Sissé. Merci beaucoup ma sœur et à bientôt. Très bien. Merci beaucoup. Merci docteur Diakité. C'est vrai que vous êtes muté à Ignacine et nous n'avons pas de doute par rapport à votre performance. Restez tel que vous êtes. Allô? Allô? Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Votre nom? Je suis madame Kadiatou Kamara. D'accord. Vous appelez d'où? J'appelle de Koléa. Vous avez une question? Donc, je voudrais savoir si le docteur pouvait nous parler du Zona. Du Zona. Qui n'est pas très connu en Guinée. D'accord. Bon, vous avez compris, merci madame Kadiatou. Pour que tout le monde comprenne de quoi nous parlons, le Zona à Milié Soussou, c'est ce qu'ils appellent le CBLRSA. J'espère l'avoir très bien dit. CBLRSA. Oui, c'est bien cela. Donc c'est ça le Zona. Le Zona, c'est une maladie virale. Vous savez, dans l'enfance, il y a une maladie obligatoire que nous faisons tous, c'est la varicelle. Alors la varicelle et le Zona sont induits par le même virus, c'est le virus varicelle Zona. Généralement, pendant l'enfance, nous faisons la varicelle. À l'âge adulte, pour une raison X ou Y, nous pouvons développer une deuxième récurrence qu'on appelle le Zona. Et c'est cette pathologie qui est virale, qui survient souvent lorsque parfois à l'occasion d'une fatigue, parfois à l'occasion d'une baisse de l'immunité. Mais ce qui est important, c'est que le fait de mettre du gombo ou du miel sur ces lésions-là, ce n'est pas le traitement. Donc vous avez très bien fait de poser la question. Il faut savoir que lorsqu'on a un Zona, la solution, ce n'est pas de mettre le gombo ou bien de mettre le miel, c'est de se tourner vers une structure sanitaire. D'accord. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Zéron Mamadou Lamine depuis Kadele. Depuis Kadele, d'accord. Votre question, s'il vous plaît? Votre question, monsieur Mohamed. En fait, j'aimerais savoir pour une dame qui se dépigmente, en cas de chirurgie, est-ce qu'elle pourrait cicatriser sa plaie? Évidemment, la réponse est non, parce qu'il y a un retard de cicatrisation qui survient, c'est les personnes qui pratiquent la dépigmentation volontaire. Et la raison, elle est simple. Quand on change la couleur de la peau, on la fragilise. Et lorsqu'on la fragilise, on baisse les forces locales, et ce qui, du coup, entraîne un retard de cicatrisation qui est observé. C'est cette catégorie de la population. Allô? Allô? Oui, monsieur. Allô, oui. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Votre nom? D'où vous nous appelez également? C'est M. Bangoura. Et
vraiment sur Ismaël depuis Bessia pour... D'accord. Monsieur Bangura, si vous êtes à côté de votre poste téléviseur, déplacez-vous, il y a de l'écho. Diminuez-moi le volume là. Ok, il n'y a pas de problème là. Je prends la distance. Okay? Nous vous écoutons, monsieur. Voilà. Je dis, Oui, je vais saluer d'abord le grand professeur. merci. Et que je prie qu'il y ait beaucoup de Guinéens soient comme ça, comme Dr. Pousseur Tunkara. Ça va beaucoup changer les choses chez nous. Inch'Allah. Voilà. À part ça, je vais poser maintenant ma question. Allez-y. Je vais me demander, parmi les savons. Les savons, oui. Les savons utilisés pour la peau, qu'est-ce recommandé? Quel genre de savon est beaucoup plus recommandé pour la peau pour ne pas qu'il y ait la complication? D'accord. Alors, parce que si je prends mon cas précis, moi, parce que mes enfants, même ma maman, j'ai un peu remarqué, même ma soeur, je sens, on se lave pas avec l'éponge. Quand tu te laves, tu vas beaucoup te gratter, beaucoup même. Il y a des problèmes. Vous voyez? Okay. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui provoque ça. C'est ma deuxième question. S'il peut me conseiller, s'il faut. Alors, ça va être un sujet que l'on va développer dans cette émission, les types de savons que l'on doit utiliser. Alors, professeur, son inquiétude. Merci bien, Monsieur Bangura, pour l'intérêt que vous avez porté à cette émission. Il faut savoir que les savons, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre marché pullule de savons. Il faut savoir qu'il y a, si vous voulez, le savon doit être adapté à votre type de peau. Je ne peux pas vous parler de façon plus précise ici parce que ça nécessite d'autres questions et, si vous voulez, une consultation. Mais d'ores et déjà, sachez qu'il y a des savons qui sont très agressifs. Et quand on fait le choix d'un savon dans le cadre d'une cosmétique, il faut que ça respecte le pH de votre peau. Il y a évidemment des savons à pH neutre, il y a des savons de Marseille. Encore une fois, on peut les adapter en fonction du type de peau. Et à vous écouter, aussi bien vous que dans votre famille, j'ai l'impression que vous avez une peau sensible. Et quand la peau est sensible également, il faut choisir des savons qui sont adaptés à chaque type de peau. Et l'utilisation de l'éponge également, parfois, peut entraîner ce qu'on appelle, nous, de l'urticaire. Retardé à la pression. Il y a de ces personnes, la première des choses que vous pouvez essayer, c'est de vous laver sans éponge. Essayez ça, monsieur Bangura. Et quel type de savon vous le recommandez, professeur? Alors, un savon à pH neutre, vous pouvez essayer cela. Il va dans les pharmacies de monde. Oui, dans les pharmacies, mais au besoin aussi, faites une consultation de dermatologie qui pourra vous proposer quelque chose de façon plus précise et plus adaptée. Alors, professeur, si c'est pour une consultation, les savons dans les pharmacies coûtent un peu plus cher. Est-ce que ces mêmes savons à pH réduit, on peut le trouver dans les marchés, dans nos marchés? Je ne saurais vous le dire. Ce que je sais, c'est que par principe, quand vous faites un tour dans une pharmacie, le pharmacien est censé vous donner un conseil qui est adapté à votre peau. Parce supposons qu'on me prescrive, le dermatologue me prescrive le Marseillais. Le Marseillais, c'est dans les pharmacies. Oui, quand le dermatologue prescrit, c'est toujours en pharmacie. Ouais. Et généralement, quand c'est une prescription... Alors maintenant, on parle de Guinéen moyen. Quand c'est une prescription, c'est toujours en pharmacie. Même pour ce Guinéen que vous appelez Guinéen moyen, il y a toujours une possibilité. C'est pourquoi je dis ça s'adapte au type de peau. Il y a des savons qui sont bon marché et qui n'agressent pas la peau. Par contre, les gens sont très sensibles au fait qu'on expose les savons. Non seulement on dit c'est nouveau, on fait une publicité parfois très agressive. À outrance. Oui. Et ça, c'est pas les médecins qui le font, c'est pas les pharmaciens. Les gens sont beaucoup plus sensibles à ça et c'est pas tout ce qu'on vous vend. Même les produits cosmétiques, ils ont fait beaucoup de publicité. Oui, on peut vous en citer des centaines de produits aujourd'hui qui sont nocifs sur la santé. Allô? Allô, oui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est M. Condé Aboubakar d'Abondi. D'accord. Nous vous écoutons, M. Condé. Oui. Bon. Je voulais poser une question là de cœur. Allez-y. Est-ce que, en prenant l'eau de Javel là, tu mets dans de l'eau pour te laver, est-ce que c'est hygiénique? Très bien. Ça va pas de faire? D'accord. Sa préoccupation, mettre de l'eau de Javel. Avec du détol. C'était la question. Se laver avec l'eau de Javel ou du détol n'est pas recommandé pour votre santé. Ce n'est vraiment pas fait pour la peau.
Ce n'est pas fait du tout pour la peau. Si vous le faites, et vous l'aurez remarqué que quiconque l'utilise, la première des choses qu'il ressent, c'est une irritation de la peau. Et d'irritation en irritation, d'autres problèmes peuvent survenir. Encore une fois, l'eau de Javel n'est vraiment pas fait pour qu'on se lave avec. D'accord. Alors, professeur, les appels, aujourd'hui, l'émission, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus d'appels. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Oui, moi, c'est Kourouma Mouri, je suis à Tirouani. D'accord, nous vous écoutons, monsieur. Oui, ma question est la suivante. Allez-y. Voilà, c'est de demander au professeur Tunkara et comment est-ce qu'on peut lutter pour ne pas que les femmes se prennent beaucoup. Parce que quand vous remarquez beaucoup plus dans le marché, il y a des produits que nous utilisons, il y a des produits que les gens essaient d'acheter qui ne sont pas réglementaires. Et puis il y a des médicaments qui fluent un peu sur le marché, et que ce n'est pas dans les réglementations, quoi. Dans les différentes pharmacies, ils ne sont pas contrôlés, y compris... Contrôle qualité ou les produits... Merci, Monsieur Kourouma. La première des choses à faire, je pense que c'est en cela que je salue cette initiative de cette émission. Il faut sensibiliser, mais il ne faut pas se limiter à la sensibilisation. Il est connu partout. Et même chez nous, ceux qui connaissent, ils savent que la législation interdit la vente illicite des trucs. La première des choses à faire, c'est d'appliquer nos textes. Il faut appliquer nos textes parce que, voyez-vous, l'autre, il n'est pas censé savoir. Mais si à chaque coin de la rue, tu as accès à quelque chose qui agresse, qui irrite ta peau, tu ne sais pas qui t'expose, eh bien, ce n'est pas de leur responsabilité, c'est aussi de la responsabilité de nos responsables, surtout de ceux qui sont censés appliquer les textes qui ont été élaborés, franchement, que les uns fassent leur travail, mais aussi que les autres jouent leur partition. D'accord. Le dernier, avant ou avant-dernier. Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir. Allô? Allô? Malheureusement, c'est parti. C'est le dernier appel qu'on va prendre. Allô? 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 Allô, oui. Nous vous écoutons. Allô? Allô, oui, madame? Allô? Allô, oui, nous vous recevons. Oui, bonjour, madame. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Vous allez bien? Très bien. Très rapidement. Je suis Fatmata. Mon nom est Fatmata, je vous appelle de la RDC. RDC Congo, Kinshasa? Oui. Allez-y, donc nous vous écoutons rapidement. Ok. Je voulais tout d'abord dire bonjour au professeur Tunkara et le remercier pour avoir accepté l'invitation. Je voudrais savoir pour la peau, quel est le meilleur produit qu'il faut mettre sur sa peau sans danger. Est-ce que le beurre de karité est un excellent produit pour la peau, pour tous les jours? D'accord. C'est la seule question? Merci. Merci à vous. Alors, très rapidement, professeur, on est pris par le temps. Merci bien, Madame Fatoumata. Le beurre de karité, c'est un excellent hydratant. Il est très bon pour hydrater la peau, mais il faut savoir aussi qu'en principe, il y a des produits qu'on met sur le reste de la peau qu'on ne doit pas mettre sur le visage, parce que s'il est trop gras au niveau du visage, il peut aussi être à l'origine de certains boutons ou de la survenue des boutons sur le visage. Donc oui, le beurre de karité, il est excellent, mais il faut savoir comment est-ce qu'il faut l'utiliser aussi. Allô? Allô? Allô, bonjour madame. Très rapidement, monsieur. Oui, très rapidement, monsieur, votre nom, d'où vous nous appelez? Voilà, j'appelle de Kamsar, je m'appelle Mamadi Tunkara. Oui. Votre question, très rapidement. Demander à mon frère. Parce que j'ai compris qu'il maîtrise un peu la langue chouchou. Allez-y rapidement, monsieur Tunkara. La maladie qu'on appelle en chouchou, Soumadelinghi. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur ça? Soumadelinghi, c'est une allergie, hein? Oui, c'est de l'urticaire. Parfois, l'étiologie peut avoir plusieurs étiologies. Ça peut être alimentaire, ça peut être médicamenteuse, mais parfois, sur 7 patients sur 10, c'est idiopathique, ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause. Mais c'est important, quand on
fait une urticaire, de consulter. C'est important de consulter. Et si on prend des médicaments inhabituels, il est vivement recommandé d'arrêter et de se tourner vers un prestataire de santé. Alors, professeur, on est pris par le temps. Cet appel, on ne pourra pas prendre. Juste un appel aux autorités afin de vous aider, vous, médecins dermatologues, de rehausser le cadre de vie des travailleurs dans le service dermato. Très rapidement. Merci beaucoup. Je le ferai très rapidement, mais l'appel, ce n'est pas seulement pour les dermatologues, c'est pour tous les médecins de ce pays-là. Améliorer les conditions de travail et vous verrez de quoi ils sont capables. Merci. Très bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez été ravis et servis. De ce deuxième numéro du mois d'avril, nous avions comme invité professeur agrégé, professeur Tunkara Kerno Mamadou, qui était là, qui nous a parlé de, je dirais pas de thèmes, en tout cas qui a développé le congrès en prélude du 26-23 bientôt du mois d'avril. Et puis en même temps, rendez-vous le 27 Kindia, le premier jour, ça serait à où? 27 à l'hôpital régional. 26 à Conakry à l'hôtel Noum, le 27 à Kindia à l'hôpital régional. Alors ces 2 jours, c'est pour vous, chers téléspectateurs, qui auront le temps de faire le déplacement à l'hôtel Noum, ici à Conakry, et à Kindia pour se faire dépister gratuitement. Et merci à l'équipe. 2 jours, vous qui nous suivez, si vous voulez d'autres questions, appelez. Donc, réagissez donc sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube, mais également sur notre adresse mail. Dites-moi tout, docteur. rtg2017@gmail.com. Vos critiques et suggestions, nous les attendons ici et puis nous vous permettrons de vous mettre en rapport avec les différents médecins, car nous ne sommes pas médecins. Merci à l'équipe du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de d'autres thématiques. J'espère que ça va être, si le programme ne change pas, la campagne de sensibilisation contre le paludisme bientôt. Et merci à l'équipe du jour, comme je le disais tout à l'heure. Prenez soin de vous, de votre environnement, de votre alimentation et gardez le sourire, quoi qu'il arrive. À très bientôt.